Bonjour à tous et bienvenue. Pour parler d'Europe, aujourd'hui, je reçois l'écrivain Miguel Bonnefoy. Miguel Bonnefoy, je suis ravie d'avoir eu l'occasion de lire votre roman Héritage, qui a reçu en 2020 le Goncourt Choix de la Roumanie, suite au vote quasi unanime d'un jury composé de plus de 80 étudiants et de 7 universités roumaines, de Brașov, de București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu et Timișoara. Ils ont tous été d'accord que votre roman est le meilleur. Et je dois vous avouer, je l'ai fini ce matin et je suis encore sous son emprise. Ce n'est pas votre premier roman, mais peut-être nous allons parler des autres romans aussi Bien si sûr. nous avons le temps. Bienvenue à Pour parler d'Europe. Vous êtes français, vénézuélien, quelque part peut-être un peu chilien, je Tout à crois. fait. Tout à Voilà, fait. si européen. Donc, ma première question, quelle sorte d'Européen êtes-vous? Ah, c'est une très belle question et complexe. Eh bien, sans doute, par rapport à mon héritage, par rapport à mes ancêtres, par rapport à mes parents, mais aussi par rapport à ma fille, par rapport à ma femme qui est danoise et ma fille qui elle aussi est métissée de plusieurs cultures, eh bien, sans doute, j'ai observé que je faisais partie d'une sorte de mélasse, de constellation, un petit peu comme vous, sans doute, ou ceux qui nous écoutent, qui ont une porosité dans les frontières, qui ont créé des ponts, qui ont créé des passerelles et qui se rendent compte que c'est un des rares chemins que l'humanité peut prendre pour avancer. Et ce qui est beau de se rendre compte avec l'immigration, avec les déplacements, avec les exils, c'est que souvent on imagine seulement le départ, mais on oublie trop souvent qu'il s'agit aussi d'accueil. Et lorsque mon père a quitté les geôles chiliennes après avoir été torturé à la Villa Grimaldi, est parti dans un navire en fer depuis Santiago jusqu'en France, la France, dans les années 70, a su ouvrir ses frontières, a su ouvrir ses bras, a su lui donner une maison, un numéro de sécurité sociale, lui a permis d'avoir un mariage heureux, d'avoir des enfants qui, aujourd'hui, sont en train d'écrire cette histoire. Du coup, en effet, je pense que c'est intéressant de se rendre compte que peut-être aux portes de l'Europe en ce moment, qu'il y ait des vagues, qu'il y ait des fleuves de migrants, eh bien, on peut découvrir demain, dans une certaine tente, un jeune garçon migrant qui est en train de dormir et qui est demain un Beethoven, un Mozart, un Romain Gary, un Nabokov, un Kafka, et qu'il apportera, contribuera et participera au patrimoine culturel européen. Alors, j'ai été très surprise d'apprendre qu'il y a beaucoup de choses autobiographiques, en fait, Absolument. dans ce roman, Héritage. Et je dois vous dire que, voilà, mon premier sentiment, ça a été de dire qu'il faut regarder cette histoire familiale, peut-être en partie fictionnalisée, mais il faut la regarder humblement. Parce Oui, que ce que vous racontez, ce sont des histoires vraies qui sont arrivées peut-être à des membres de votre famille, mais peut-être à d'autres gens. oui, Euh, j'ai eu ce sentiment que c'est oui, vraiment une tranche de vie réelle que vous racontez dans ce roman. Je vous laisse nous mettre un peu le contexte de bien l'héritage. sûr. Bien sûr que oui. Eh bien, en effet, vous avez tout à fait raison. C'est inspiré librement de mon histoire familiale. Et je voulais parler, en règle générale, de cette vague de Français qui sont partis fin 19e de l'Europe envers soit les États-Unis, soit en Amérique latine, en quittant la crise du phylloxéra, mais aussi en fuyant la Commune, peut-être en fuyant la Troisième République ou l'héritage de Napoléon III, et qui essaie le déboisement également, l'explosion de la révolution industrielle qui crée des fractures sociales énormes et qui ont décidé donc de partir pour se retrouver ailleurs. Je pense aussi, et je fais une petite parenthèse par rapport à l'Europe, puisqu'on en parlait, qu'il y a également, plus ou moins au même moment, énormément d'Allemands qui sont en train de quitter aussi l'Allemagne parce que des pays d'Amérique latine ou des délégations brésiliennes viennent leur proposer des cadastres pour aller dans ces terres, les replanter et repeupler aussi un continent qui, lui, était vide. Mais je pense aussi aux Italiens qui, plus ou moins au même moment, fuient la famine italienne pour se retrouver en Argentine. Et pratiquement toute l'Argentine aujourd'hui est peuplée d'ancêtres italiens. Je pense aux Juifs qui fuyaient les pogroms. Enfin, c'est extraordinaire de se rendre compte qu'en fin 19e, c'est toute l'Europe, quelque part, qui est aussi en train de se vider et qui est en train de traverser l'Atlantique pour aller trouver une vie meilleure ailleurs. J'ai placé alors le début du livre dans ce premier déplacement avec ces vignerons chiliens, ces vignerons français, qui, il semblerait que les Bonnefoy venaient du Jura. Encore une fois, c'est une sorte de mythe familial
qui a toujours été passée de génération en génération comme un talisman, comme une petite amulette. Et moi, j'ai tout simplement récupéré cette histoire en lui intégrant une épaisseur fictionnelle pour essayer de lui donner un aspect plus universel, mais tout en restant dans le particulier. Ces premiers Français qui, du coup, traversent l'Atlantique, se retrouvent au Chili, replantent le pied de vigne, fondent des domaines viticoles et refont une petite France à l'étranger, ont des enfants qui sont chiliens, mais qui, parce qu'ils portent dans leur cœur le triomphe et le vestige de l'héritage français, finissent par être plus français que les Français. Et donc, lorsque la nouvelle de la Première Guerre mondiale arrive jusqu'au Chili, eh bien, ça leur semble tout à fait évident qu'ils doivent partir en France, alors qu'ils ne la connaissent pas, et aller défendre un pays qu'ils ignorent, aller défendre des frontières qu'ils n'ont jamais vues, aller défendre une terre dont ils ne connaissent même pas la saveur ou le parfum, et qui montre en effet un pont à la fois beau et terrible qui se dresse entre deux pays que 12 000 kilomètres de distance séparent, que tout semble opposé et qui pourtant se rejoignent dans ce même métissage, dans ce même croisement et dans ce même héritage du monde aussi. Donc, sans doute, c'est là-dessus que je voulais placer le livre. Bien sûr qu'il y a toute une part de vérité autobiographique, comme vous disiez, et qui a à voir avec l'argile de la réalité historique de ma famille, et on pourra parler de quelques détails, si vous voulez, quelles sont la vérité et quel est le mensonge. Et d'un autre côté, il y a toute une partie de fiction qui me permettait de créer une sorte de cadre narratif, un échafaudage narratif. Je vous donne un premier exemple, il y en a 1000, mais mes ancêtres sont partis de la France pour arriver au Chili, plus ou moins en 1865, quelque chose comme ça. Et mon père est revenu un siècle plus tard en France en 1974. Donc, il y avait déjà des dates qui étaient plus ou moins d'un siècle, mais pas tout à fait précises et exactes. Mon travail de fiction a été de mentir un petit peu en rapprochant tout ça et en disant que le premier Long-Saunier part en 1873 et le dernier arrive en 1973. Et tout simplement en mettant les deux dates de siècle à siècle, ça me permettait de créer une sorte d'échafaudage, de squelette narratif pour donner l'idée d'un roman. Parce que la réalité est tellement vaste que c'est difficile de la réduire. Et à l'intérieur, en fait, vous faites l'histoire d'un siècle, un siècle d'histoire européenne, française, mais aussi en Amérique du Sud, l'histoire du Chili, absolument troublante, parce que c'est vos personnages qui sont des hommes et des femmes qui gardent pratiquement la même importance dans le déroulement de l'histoire familiale. Donc ces hommes et ces femmes font partie de l'histoire du Chili. Absolument. Et elles font partie de l'histoire du Chili, font partie également de l'histoire européenne. Et l'idée était de pouvoir montrer qu'il y avait des porosités, qu'il y avait des traboules, qu'il y avait des passerelles qui s'étaient créées entre ces deux pays, mêlés dans la communauté du siècle, avec ses grandeurs, avec ses bassesses, avec ses outrances, avec ses reculs, avec ses vitesses et avec ses freinages, et de montrer comment des histoires d'amour pouvaient naître à ce moment-là, comment il y avait à la fois des souvenirs, à la fois des témoignages qu'on m'avait racontés, à la fois aussi une réalité historique, et tout ça que je pouvais mêler dans une fiction. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait trois influences dans le livre. D'un côté, l'influence de la réalité familiale, d'un autre côté, celui de l'histoire, avec un H majuscule, donc les deux guerres mondiales, la dictature, le personnage de Margot Long-Saunier, qui est inspiré de Margot Duhalde, qui est une franco-chilienne aviatrice, etc. Et ensuite, eh bien, d'autres personnages fictifs, comme Aucan, comme le père et le fils Bracamonte, qui en effet n'ont jamais existé, mais qui permettaient quelque part de créer, de mettre un peu d'eau dans un vin qui était dense, et parfois même d'être, j'aime l'image de la cheville au niveau d'un meuble. Quand on est en train de construire un meuble, on a besoin de quelques chevilles qui sont invisibles, qu'on ne voit pas, mais qui permettent de tenir tout l'échafaudage, de tenir toute la structure, toute l'architecture complexe. Et ces chevilles-là, fatalement, devaient venir de la fiction. Mon travail a été tout simplement de saisir d'un côté la trame de l'histoire familiale, d'un autre côté de me mêler dans l'histoire avec un H majuscule, et tout ça essayer de le recadrer avec des chevilles de la fiction pour donner un système comme ça d'architecture, de menuiserie, de charpente. Aucan, dont vous parlez tout à l'heure, c'est un chaman. C'est un chaman qui représente un petit squelette en fait du roman, tout comme
un des ancêtres, non, de piliers de cette famille qui a plus de 100 ans et qui traverse toute l'histoire familiale. Oui, Et voilà, il y a quand même des très très belles histoires, très bien ficelées, en seulement 200 pages. Et c'est ça qui impressionne. Et surtout, il y a beaucoup de sérénité dans votre roman et aussi énormément de douleur parce que vous racontez des scènes de torture comme subies probablement par votre père. Je ne sais absolument. pas, peut-être vous allez nous raconter si ces scènes de torture sont vraiment des choses que votre père a réellement vécues, qui sont absolument troublantes. Oui, malheureusement, les scènes de torture sont une des parties les plus vraies du livre, comme j'aurais aimé que ce soit la partie de fiction. Mais malheureusement, c'est la partie vraie. Et je me demande même si le livre n'est pas né de la volonté de parler essentiellement de ces scènes de torture, et puis petit à petit, il s'est construit à reculons, il s'est construit en marche arrière. C'est-à-dire, lorsque mon père avait 17 ans, il a été arrêté par la DINA, non, qui sont donc ce sont les carabiniers, la police, la gendarmerie et la force militaire chilienne pendant la dictature. Il est arrêté, envoyé à Villa Grimaldi, donc dans un centre de torture, ensuite envoyé dans une prison commune, et ensuite exilé. Et il arrive avec un bateau, il arrive non pas en France exactement, mais il arrive à Barcelone. Et à Barcelone, il s'installe et se met à écrire le récit de ce témoignage, le récit de la torture, en espagnol, un livre qui s'appelle Relato nel Frente Chileno, récit sur le front chilien. Et c'est justement ce récit qu'il va publier dans une petite maison d'édition catalane, presque clandestinement. Mm. Et le livre vivra sa petite vie à être vendu un peu sous le manteau. 30 ans plus tard, moi je lis ce livre. J'étais à la Villa Médicis, à Rome, où j'ai écrit Héritage. Je suis tout à fait fasciné par ce livre et je me dis il faudrait en faire une sorte de traduction pour montrer ce témoignage, 40 ans plus tard, du fils de cet homme qui a reçu tellement d'électrochocs dans son corps et dans son sexe et dans ses testicules qu'on lui avait dit qu'il était stérile et que lorsque ma mère est tombée enceinte de moi, il disait c'est pas possible, ce garçon va être fou, va être électrique, je ne sais pas, enfin il va y avoir un problème. Et pourtant, eh bien, c'est ce garçon qui, 34 ans plus tard, est en train d'écrire l'histoire. Donc ça me semblait une sorte d'hommage au père. Or, en pensant de seulement écrire un livre sur la torture, je m'étais dit que c'était peut-être pas suffisamment large, pas suffisamment universel, ça n'embrassait pas suffisamment d'idées vastes sur la condition, sur les mouvements, sur les exils, sur aussi des moments de bonheur qu'il pouvait y arriver. Alors j'ai décidé de dire, bon, bah, alors si ce personnage s'appelle Hilariola, il a écrit ce livre, pourquoi ne pas imaginer quelle est la mère de Hilariola? Alors je me suis imaginé cette franco-chilienne aviatrice. Mais pourquoi ne pas se demander d'où vient cette franco-chilienne? Donc tu t'imagines la génération précédente, et puis la génération précédente. Et comme ça, en marche arrière, à reculons, le livre s'est formé. Et je me suis dit, je finirai avec toute la partie de la torture, mais avant, je vais créer une sorte de 150 pages comme ça, de montée, de crescendo comme ça en avant, pour avoir le paroxysme, le sommet avec cette histoire de la torture. Et si en plus ça pouvait caler à l'intérieur du siècle, au niveau des dates, c'était parfait. Les 4 générations, les 2 guerres mondiales, c'était impeccable. Donc quelque part, le livre s'est formé de cette façon, sans doute un peu en marche arrière. Et malheureusement, il a fallu bien sûr que je choisisse de dégraisser certains passages, et notamment le livre de mon père, Relato en Frente Chileno, est un livre qui fait 350 pages dans lequel on a minute après minute les détails hideux de la torture. J'avais le choix soit d'être tout à fait fidèle, d'être tout à fait loyal à ce livre et de me l'approprier en essayant de le traduire, soit au contraire de me laisser tenter par la fiction, de me laisser tenter justement d'enlever quelques passages qui me semblaient était un peu comme une sorte de paille en trop, avec une sorte de graisse, enfin, et de choisir d'élaguer, de émonder, de raboter, de rendre plus maigre, et d'arriver en effet à prendre les 30 meilleures pages pour donner justement ce côté de cette molécule fondamentale de la torture. Et c'est ce que j'ai fait avec tout le livre. Donc la première version faisait 450 pages du bouquin, et puis petit à petit, j'ai pris un an pour enlever phrase après phrase, virgule après virgule, détail après détail, en me disant ça, c'est pas nécessaire, ça ralentit le texte, ça, c'est une longueur, ça, c'est un excès. Et tu arrives comme ça, petit à petit, au corps du texte, c'est comme sa racine, comme son tubercule. Vous faites comme ça avec tous vos livres?
Alors, très C'est belle votre... question, Michael. Ouais, vraiment très belle question, parce qu'en effet, chaque livre est une grossesse différente et on se rend compte à quel point on travaille différemment aussi. Pour Héritage, j'ai fait énormément de recherches, peut-être même un peu trop, et ça a fini par me inonder, par me noyer. Et je pense, si je ouvre mon cœur comme ça au vôtre, je pense aussi que c'est la même erreur que je suis en train de commettre avec le livre que je suis en train d'écrire en ce moment. C'est faire trop de recherches, finalement, t'épuise et t'écrase. Et parfois, il faut laisser un peu le temps à cette imagination, à laisser la plume aller plus facilement. Et je trouve que pour le premier roman, Le Voyage d'Octavio, j'avais quelque part une énergie un peu plus audacieuse, peut-être un peu plus folle, un peu plus téméraire, moins intellectuelle, moins littéraire et davantage dans la poésie, dans le lyrisme, et me laisser comme ça partir un peu dans des envolées. Et pour Sucre Noir, je me suis énormément amusé, pour Héritage aussi, mais c'est marrant de se rendre compte comment finalement on se documente beaucoup pour certains livres, peut-être moins pour d'autres, dans lesquels on laisse davantage les personnages aussi prendre de l'épaisseur, du relief, d'une manière indépendante et autonome, et pas non plus être sans cesse comme un démiurge, comme un maître du texte dans lequel on écrase son propre texte. Sinon, le laisser un peu respirer, c'est lui-même, et te surprendre. Eh ben, c'est un livre absolument surprenant et personnellement, j'ai hâte de découvrir vos autres romans. Mais Merci, Michael. revenons un peu à l'Europe et Oui. à ce sentiment européen ou peut-être citoyen du monde. Et je voulais savoir comment vous vivez, vous, cette période en Europe et dans le monde, dans l'isolement ou pas. Ce sont des temps très particuliers que nous sommes en train de vivre. Comment les vivez-vous Bien sûr. Par rapport à la crise sanitaire? par rapport à la crise Oui, sanitaire et oui. à ce qui se passe sur notre planète en général? Oui, bien sûr. Eh bien, en effet, par rapport à la crise sanitaire, vous pouvez imaginer que, étant un écrivain, la meilleure chose qui peut m'arriver est être dans la solitude, dans le silence et dans l'isolement. En plus que moi, je viens d'avoir une petite fille, elle a 10 mois, elle est née en plein pic épidémique. Donc la meilleure chose, quelque part, qui a pu nous arriver est ça, puisque la petite est venue rentrer dans un petit cocon et nous accompagner. J'avais de toute façon une longue tournée qui a été bien sûr annulée et énormément de rencontres se sont annulées. Sans doute la nôtre aussi s'est annulée, peut-être qu'un voyage était prévu. Eh bien, tant pis. Mais de toute façon, ça m'a permis de passer plus de temps aussi avec elle et de passer plus de temps dans l'écriture. D'un autre côté, moi, j'ai énormément de familles en Amérique latine et ailleurs qui vivent dans des situations bien plus délicates que celles qu'on peut avoir en France. Et je pense que la crise sanitaire n'est pas du tout la même en Europe. Et même à l'intérieur de l'Europe, ce n'est pas la même chose que d'avoir la crise sanitaire en France ou que de l'avoir en Espagne ou peut-être en Roumanie. Mais je vous invite à aller voir comment ça se passe au Chili, comment ça se passe au Venezuela. Et la crise sanitaire est c'est très, très, très délicat et ça crée des profonds abîmes sociaux de différence de classe. Et ça fait bien sûr monter une sorte de puissance d'ultralibéralisme pour davantage privatiser des entreprises. Je vous donne un exemple. Au Chili, pratiquement toute l'eau nationale est privée. Ça fait en effet que n'importe qui, en marchant comme ça dans une campagne, peut acheter une rivière ou peut acheter un fleuve. Toute la côte chilienne est tenue par 7 familles. Donc, c'est eux qui tiennent le monopole de la pêche. Et donc, cette eau étant privée, elle est chère. Or, on demande à toute la population chilienne de se laver les mains 40 fois par jour. Et les pauvres Chiliens disent, mais avec quelle eau? Avec l'eau que vous nous faites payer en plus. Donc, c'est non seulement vous privatisez l'eau, mais en plus, il faut qu'on paye l'eau. Et avec cette eau, on doit se laver les mains. Et si on ne se lave pas les mains, alors on est en faute. Imagine la situation dantesque, rabelaisienne que ça fait et qui justement change tout par rapport à la France. Donc je pense qu'il faut aussi savoir avoir la relativité euh, par rapport à ces choses. Merci. C'est une crise des inégalités. Ça, on sait. On n'arrête pas Absolument. de parler euh, depuis déjà un an. Que pensez-vous du rôle des artistes et des écrivains? Et ça sera ma dernière question. Euh, dans cette crise Absolument. et dans le 21e siècle,
en 2021. Bien sûr, et bien chaque génération, comme disait Camus, et qui est sans doute une des plus belles phrases de son discours de Suède, chaque génération pense qu'elle doit refaire le monde. La mienne a un devoir plus vaste et plus ample, qui est celui d'empêcher le monde de se défaire. Et je trouve ça très beau, non? Parce que tout est là. Bien sûr que l'écrivain, l'artiste, l'intellectuel ne peut pas être dans sa tour d'ivoire, ne peut pas être isolé entièrement, ne peut pas être comme ça dans ces petites villas, dans une sorte de minuscule cocon protégé du monde. Sinon, au contraire, c'est une erreur de sa part. Il faut qu'il soit mêlé à la communauté des hommes et comprendre quelles sont les porosités, quelles sont les douleurs, non pas pour copier la réalité, mais sans doute pour l'exprimer. Et par rapport à cette idée européenne, et il n'y a pas longtemps, je viens de finir la très belle biographie de Erasme de Stefan Zweig, dans laquelle justement il parle de ce premier Européen qui était Erasme et qui parlait en effet et défendait toutes les idées humanistes. Un peu plus tard aussi, il fait ce sublime biographie aussi sur Émile Verhaeren, le grand poète belge, dans laquelle on retrouve que toutes ces villes tentaculaires et toute cette folie d'industrialisation isolent les artistes et les oblige justement à se retrouver à reculons. Lui-même, Zweig, très grand Européen, qui finalement, voyant la montée des extrémismes, a fui à Petropolis au Brésil et se suicide là-bas. Et il y a en effet cette idée un peu à la fois contradictoire et terrible de se dire que d'un côté, sans doute que l'artiste doit essayer de montrer le miroir, de montrer le reflet de la société en essayant de faire une œuvre qui puisse donner une allégorie, une métaphore, un chemin de biais pour mieux comprendre quel est l'aveuglement de leurs contemporains, c'est-à-dire que leur clairvoyance fait comprendre quel est l'aveuglement de leurs contemporains. Et d'un autre côté, en effet, eh bien, il doit faire partie de son siècle et de sa génération. Et à ce compte, c'est toujours la grande bataille entre la fable, le mythe et l'œuvre qui entre entièrement dans le siècle. Je donne un exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, deux hommes ont voulu écrire le grand roman de la Deuxième Guerre mondiale, Sartre et Camus. Sartre a écrit un livre qui est profondément lié à la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel il donne des chiffres, dans lequel il donne des dates, dans lequel il donne des lieux, dans lequel il fait les 3 livres du chemin de la liberté en essayant de donner une sorte de radiographie de la Deuxième Guerre mondiale. Camus, il choisit un autre sentier, qui est celui d'écrire La peste, dans lequel il prend une sorte de métaphore, il prend la guerre comme si c'était Oran, comme si c'était une épidémie, et il voit en effet comment, face à une adversité commune, les hommes et les femmes sont dans des luttes, dans des combats ou dans des solidarités. Et il finit par donner une sorte de magnifique allégorie de la guerre en parlant de la peste. Alors que Sartre, au contraire, avait décidé d'en faire quelque chose de très net, de très précis et de très pertinent. Aujourd'hui, la peste n'a pas vieilli, n'a pas pris une seule ride, et Sartre, au contraire, lui, les chemins de la liberté, un peu plus. Et je trouve ça assez beau de se dire que sans doute les artistes doivent être bien sûr mêlés à la communauté des hommes et des femmes, bien entendu doivent être aussi isolés, mais surtout, peut-être, ils ont la force d'arriver à trouver ces fables, ces métaphores, ces images qui donnent tout à coup une sorte qui donnent le squelette parfait de sa société. Et par exemple, par rapport à l'Europe, je pense à des livres utopiques. Je pense bien sûr à Utopie de Thomas More. Je pense à Francis Bacon. Je pense à Tommaso Campanella qui a écrit La Cité du Soleil, qui sont des livres utopiques. Ou plus tard, avec George Orwell ou Bradbury, qui ont écrit des dystopies et qui sont sans cesse en train d'essayer de comprendre non seulement le continent européen, mais également le monde, en essayant de leur donner sans cesse cette vision un peu utopique qui a fait partie de la littérature. Et je pense, et je finirai là-dessus, qu'il y a un très bel exemple d'une utopie, un très bel exemple de fable ou d'allégorie qui pourrait, je crois, se lier très bien avec l'Europe, qui est la très belle République de Libertalia, cette idée qu'au XVIIIe siècle, 73 pirates se sont installés sur l'île de Diego Suarez au large du Madagascar et ont créé une communauté humaine sans roi, sans maître, sans esclave, sans monnaie commune, avec une constitution qu'ils ont fait, avec une langue qu'ils ont eux-mêmes inventée. Et ça a duré pendant 5 ans, dans une sorte de système utopique. Et je me dis qu'aujourd'hui, sans doute, si l'artiste doit parler de l'Europe, il a 2 options. Soit de faire un livre de 1 million de pages dans lequel il essaie de comprendre, d'embrasser l'immensité européenne, soit au contraire de raconter une petite fable dans une petite île, mais qui finalement est si symbolique de ce qu'on est en train de vivre. Voilà plus ou moins le devoir de l'artiste. Merci infiniment, Miguel Bonnefoy.
Héritage paraîtra bientôt à Maison d'édition Trey. Ah Je oui. suis ravie, voilà, je suis ravie que votre livre sera traduit en roumain. C'est un magnifique livre et Merci. moi, voilà, j'ai j'ai été vraiment, je me suis sentie privilégiée d'avoir eu l'occasion de le lire en français et puis de vous rencontrer aujourd'hui. Merci infiniment. Ah, c'est très beau. Vous avez suivi Pour parler d'Europe, une série d'entretiens avec des artistes, écrivains, historiens, sociologues et créateurs européens, une série produite par l'Institut français de Roumanie à Timișoara avec le soutien de ses partenaires Aquel, Everience et Elba. Je suis Mihaela Dedeoglu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Miguel Bonnefoy. Merci beaucoup.